Bonjour chers spectateurs, dans ce reportage, je voudrais vous parler des gyrocars. Ce sont des machines extrêmement intéressantes qui ne sont pas tout à fait des voitures, mais pas vraiment des motos non plus. L'élément clé est la manière dont ces appareils restent en position verticale, à savoir grâce à un gyroscope. Oui, les monocoques, ou cyclocars, comme vous voulez les appeler, semblent très similaires à première vue, mais la principale différence réside justement dans la présence ou l'absence d'un gyroscope. Laissons cela pour un autre sujet et passons à l'examen du véhicule monotrace stabilisé par gyroscope. Installez-vous confortablement, bon visionnage. En l'an 1852, Jean-Bernard Léon Foucault, physicien, mathématicien et astronome français, a présenté à l'Académie des sciences de Paris un appareil appelé gyroscope. Le rapport portait sur les méthodes expérimentales de détection de la rotation de la Terre dans l'espace inertiel. C'est de là que vient le nom gyroscope. Le gyroscope est un appareil capable de réagir au changement d'orientation angulaire du corps sur lequel il est installé par rapport à un référentiel inertiel. L'exemple le plus simple d'un gyroscope est la toupie, lorsque le volant du gyroscope tourne dans un certain plan et que nous essayons de le déplacer dans un plan perpendiculaire à celui-ci. Le gyroscope va résister à l'effort en rétablissant la position initiale de l'axe de rotation. Comme le dit Wikipédia, un gyrocar est une automobile à deux roues. La différence entre un vélo ou une moto et un gyrocar réside dans le fait que sur un vélo, l'équilibre dynamique est assuré par le cycliste, et dans certains cas par la géométrie et la répartition de la masse du vélo lui-même, ainsi que par les effets gyroscopiques des roues. La conduite d'une moto se fait grâce à la précession de la roue avant. Dans un gyrocar, l'équilibre est assuré par un ou plusieurs gyroscopes. Le pionnier des véhicules gyrostabilisés est à juste titre considéré comme Louis Brennan, un Irlandais d'origine qui a déménagé en Australie avec ses parents dans sa jeunesse. Apparemment, Louis avait de bonnes prédispositions pour l'ingénierie. Il a commencé sa carrière comme horloger, puis a servi comme sergent dans le service d'ingénierie du Victoria. En 1874, il a eu l'idée de créer une torpille guidée et 3 ans plus tard, en 1877, il a breveté sa conception de torpille. Brennan s'est rendu en Angleterre en 1880 et a présenté son invention au ministère de la Guerre. Et finalement, le brevet a été acheté pour une somme d'environ 100 000 livres sterling. En 1887, Brennan a été nommé directeur de l'usine de torpilles Brennan et a travaillé comme ingénieur conseil de 1896 à 1907. Pendant cette période, Louis s'est intéressé au gyroscope. Il a beaucoup travaillé avec une locomotive monorail, qui était maintenue en position verticale grâce au moment gyroscopique d'un volant d'inertie en rotation. En 1903, il a breveté un système de monorail stabilisé par gyroscope qu'il avait conçu pour une utilisation militaire. Son premier modèle de démonstration était une boîte de 762 sur 300 mm contenant un système d'équilibrage. Cependant, cela suffisait pour que le Conseil de l'armée recommande une somme de 10 000 livres pour le développement d'une machine grandeur nature. Leur service financier a opposé son veto à cette décision. Cependant, l'armée a trouvé 2 000 livres provenant de différentes sources pour financer le travail de Brennan. Le 15 octobre 1909, le wagon a roulé pour la première fois par ses propres moyens, transportant 32 personnes à travers l'usine. Le gyrolocomotive mesurait 12,2 mètres sur 3 mètres et était équipé d'un moteur à essence de 20 chevaux, ce qui permettait d'atteindre une vitesse de 35 km par heure. Un moteur à essence séparée faisait tourner un générateur qui alimentait les gyromoteurs électriques et le compresseur. La locomotive grandeur nature a été dévoilée avec succès au public pour la première fois. Le 10 novembre 1909 à Gillingham en Angleterre, lors de l'exposition de 1910 à White City, Londres. Brennan a construit une voie de monorail d'1 mile de long et a transporté environ 40 personnes à la fois sur son prototype de 22 tonnes équipé du système gyrostabilisé Winston. Churchill, alors ministre de l'Intérieur, était l'un des passagers. Il a été tellement impressionné qu'il est revenu la semaine suivante avec le Premier ministre, d'autres membres du cabinet et sa famille pour voir ce miracle. L'exposition a reçu le Grand Prix de l'exposition.
Bien que la capacité du véhicule à s'équilibrer sur un seul rail fût impressionnante, surtout à l'arrêt, elle n'a pas rencontré de succès commercial. En partie à cause des craintes que les gyroscopes puissent tomber en panne, et en partie parce que chaque wagon, qu'il soit de passagers ou de marchandises, devait être équipé d'un gyroscope. Quand Brennan a-t-il terminé les essais de son véhicule ? August Scherl ou August, comme vous voulez. Un éditeur et philanthrope allemand a annoncé une démonstration publique du chemin de fer monorail gyroscopique qu'il avait développé en Allemagne. La démonstration devait avoir lieu le 10 novembre 1909 aux eaux de Berlin. La machine de Scherl était un peu plus petite que celle de Brennan et mesurait un peu plus de 5 mètres de long. Elle pouvait accueillir 4 personnes. Les gyroscopes s'étaient placés sous les sièges et avaient en des axes verticaux. Le servomécanisme était hydraulique et le propulseur électrique. À proprement parler, August Scherl s'est simplement contenté d'apporter un soutien financier. Le mécanisme gyroscopique a été conçu par Paul Froelich et la voiture par Emil Falke. Pour la première fois, le concept de gyrocar sans rails a été décrit par Kenneth Brown dans le livre « Deux garçons sur le gyrocar ». La première réalisation concrète en métal du gyrocar fut l'invention de Piotr Petrovitch Shklovsky. Il convient de noter que Shklovsky a également commencé avec les gyrolocomotives en même temps que Brennan et Scherlem. De plus, tous les trois se connaissaient correspondaient entre eux et, on peut dire, travaillaient d'une certaine manière ensemble. Piotr Petrovitch venait d'une riche famille noble, occupait une position élevée dans la société et pouvait se permettre de se consacrer à l'invention avec ses propres moyens. Son père, conseiller d'État effectif, a envoyé son fils à l'école impériale de jurisprudence, d'où Shklovsky a commencé son service. Il a été juge d'instruction, substitut du procureur, juge de paix, vice-gouverneur, puis il a atteint le sommet de sa carrière. Le poste de gouverneur de VV, le gouvernement de Kostroma en 1910-1912 et celui de Alanetsk en 1912-1913 dans les gouvernorats. Le problème était que Piotr Petrovitch n'était pas assez avide de pouvoir. Tout lui était facile grâce à son talent, mais il voulait travailler avec la technique, pas avec des papiers. C'est pourquoi, en juillet 1913, il a quitté à jamais le service de l'État de son propre gré et s'est plongé corps et âme dans l'invention. À cette époque, il était déjà un ingénieur connu à l'étranger, correspondait avec Brennan et d'autres esprits techniques d'Europe et possédait lui-même plusieurs brevets. En 1909, Piotr Piotrowitch a déposé simultanément en Russie, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis des demandes de brevets pour un système de stabilisation gyroscopique des transports ferroviaires. Il a obtenu tous les brevets, sauf le russe, soit la même année, soit l'année suivante. Et seuls les fonctionnaires nationaux ont examiné sa demande pendant près de 5 ans. Pour obtenir ne serait-ce qu'un peu de financement, il fallait un prototype fonctionnel, que Shklovsky a présenté en 1911 à l'exposition ferroviaire de Saint-Pétersbourg, consacrée au 75e anniversaire des chemins de fer russes. La maquette a reçu un diplôme de louange et est restée une maquette. Aucun des ministères ne s'est intéressé à cette invention. Alors Shklovsky est allé à Londres, où il a présenté son idée aux dirigeants de la grande usine automobile Wolseley Tool et Motor Car Company. Le schéma différait fondamentalement de celui de Brennan. Shklovsky envisageait de construire une gyrocar automobile qui n'aurait pas besoin de rails. La tâche semblait bien plus difficile, car tout d'abord la voiture est de taille nettement inférieure et il n'est pas simple d'y intégrer un mécanisme gyroscopique volumineux. De plus, sans rail de guidage, le conducteur pouvait tourner trop brusquement, même pour une gyromachine, et la faire basculer. Ce problème devait être résolu. Le 13 novembre 1913, la première gyrocar de l'histoire a parcouru le territoire intérieur de l'usine Wolseley. La voiture, naturellement, s'est avérée incroyablement lourde, 2750 kg, dont 600 étaient bondus au volant d'inertie d'1 mètre de diamètre. Elle était équipée de 2 moteurs, un moteur à combustion interne classique, entraînant un générateur qui alimentait un moteur électrique, faisant tourner le gyroscope. C'est inimaginable comment Shklovsky, un homme incroyablement talentueux, mais sans aucune formation d'ingénieur, a réussi à assembler tout cela dans un gyrocar relativement compact. Le 28 avril 1914, après une série d'essais et une chute due à une erreur du conducteur, Shklovsky lui-même a parcouru les rues de Londres en gyrocar.
Il y a également eu des spectacles de relations publiques impressionnants où les habitants ont tenté en vain de renverser la voiture sans même réussir à la faire bouger. Ce fut une sensation. Tous les journaux ont écrit sur l'inventeur russe et sa voiture. Brennan est venu voir le gyrocar et a félicité son collègue pour son succès. Cependant, à l'été 1914, la Première Guerre mondiale a commencé. Cela doit a mis fin au développement et, en général, a fortement compliqué les déplacements de Shklovsky entre Saint-Pétersbourg et Londres. Les chemins du comte et de son étrange machine se sont séparés. Piotr Petrovitch travaillait déjà beaucoup avant la guerre sur des systèmes de stabilisation d'artillerie et maintenant il avait une bonne raison de proposer à l'armée toute une série de projets intéressants du même genre. Parmi eux se trouvait un canon de navire gyroscopiquement équilibré, insensible au roulis, ainsi qu'un orthoscope, un indicateur de cap gyroscopique. Ce dernier a été testé sur le yacht à vapeur Strela et sur les avions de Sikorsky. Il y a mouromé, mais il n'a jamais été produit en série. Et la société Wolseley a littéralement enterré le gyrocar dans le sol, tout comme plusieurs autres prototypes, expérimentaux et précieux, qui en cas d'issue défavorable de la guerre, auraient pu tomber entre les mains des Allemands. Par la suite, il était prévu de déterrer la voiture, mais quelque chose s'est mal passé. Après la guerre, Shklovsky était resté en Russie soviétique, avec toutes les implications que cela entraîne. En vérité, il a eu de la chance. Lénine aimait beaucoup les nouveautés techniques et les inventions étonnantes. Le 8 septembre 1919, Piotr Shklovsky a présenté un rapport réussi lors du congrès du Conseil suprême de l'économie nationale sur la construction d'une ligne ferroviaire gyroscopique reliant le Kremlin à Kuntsevo. Dans ce rapport, il a évoqué son idée de 1911 dans l'espoir qu'elle intéresserait les nouvelles autorités. Et il avait raison. Le chemin de fer a été reconnu comme un projet nécessaire et crucial. Au début des années 20 du siècle dernier, la construction d'un monorail expérimental de 40 km entre Petrograd et Gatchina a commencé. Des travaux préparatoires ont également commencé pour la création d'un train composé d'une locomotive à vapeur et de 2 wagons, d'une capacité totale de 400 personnes. Mais vers 1922, la ligne du parti a commencé à changer peu à peu. La santé de Lénine se détériorait, l'amenant à se retirer peu à peu des affaires. Le financement a été retiré alors que seulement 12 km de voies avaient été construits. Et Shklovsky, comprenant qu'il n'avait rien à espérer ici, mais plutôt des ennuis à craindre, est reparti en Angleterre avec sa famille. Il a fait une belle carrière d'ingénieur dans la filiale britannique de la célèbre entreprise, qui s'est distinguée par des développements importants dans le domaine des gyroscopes, et d'ailleurs par l'introduction des pilotes automatiques dans l'aviation. En 1938, Shklovsky a finalement réussi à faire sortir de terre sa gyrocar rouillée. La voiture a été restaurée, repeinte et placée au musée Wolseley. Étonnamment, 10 ans plus tard, alors que le comte était encore en vie, lors d'un inventaire du musée, l'exposition a été jugée sans valeur et découpée pour la ferraille. Par la suite, les historiens de la technique se sont arrachés les cheveux, mais il était trop tard. Shklovsky lui-même est décédé dans le calme et la tranquillité en 1957, à l'âge de 85 ans. En 1921, la société Gisberger de France a développé un prototype de voiture gyroscopique qui a été présenté 1 an plus tard au Salon de l'Automobile de Paris sous la forme d'un châssis nu. On sait que la machine à 2 roues était équipée d'un moteur 4 cylindres et d'une boîte de vitesse à 3 rapports. Cependant, le prototype n'est jamais entré en production de masse et est tombé dans l'oubli. En 1927, Louis Brennan, alors respecté et honoré, travaillant sur des systèmes gyroscopiques pour l'aviation, a construit une gyrocar avec 12 000 livres sterling financée par John Courtauld. Sous les sièges avant se trouvaient 2 gyroscopes tournant en sens opposé dans un plan horizontal à une vitesse de 3500 tours par minute grâce à des moteurs électriques. Pour créer une force de maintien suffisante, chaque volant pesait 91 kg. La voiture était équipée d'un moteur. 2 roues latérales étaient entabaissées manuellement à l'arrêt et si le conducteur oubliait de les déployer, le gyrocar restait en équilibre pendant quelques minutes grâce à l'inertie des volants, puis déployait automatiquement le train d'atterrissage. Brennan a présenté la voiture aux entreprises sans succès. N'a pas eu. En 1932, il est décédé à l'âge de 79 ans, renversé par une voiture lors d'une visite en Suisse, et son gyrocar a ensuite été démonté.
Et dans cet épisode vidéo, il sera question de l'inventeur Charles Taylor du Colorado, aux États-Unis, et de ses prototypes de gyrocar monoroues. L'un des premiers modèles a été développé au milieu des années 50. La machine était construite autour d'une grande roue, apparemment de tracteur, et maintenait son équilibre grâce à un gyroscope. D'après la vidéo amateur où Taylor testait un prototype plus récent, construit au début des années 60, la stabilité était en réalité assez bonne, aussi bien en ligne droite qu'en virage. Taylor a construit plusieurs prototypes fonctionnels et a obtenu un brevet en 1964, et il a également présenté au moins l'une de ses voitures au Pentagone. Il espérait que sa voiture pourrait être utilisée comme véhicule tout-terrain. Il est difficile d'imaginer dans quel secteur un tel véhicule pourrait être utilisé, mais d'un point de vue d'ingénierie, le gyrocar à une roue de Charles est une chose fascinante. D'ailleurs, Taylor, qui est décédé en 1997, a aujourd'hui des disciples. Ces images en sont la preuve. Ford Gyron a été présenté au public pour la première fois en 1961 au Salon de l'Automobile de Détroit en tant que concept car. Les premières croquis du Gyron ont été réalisés en 1956 par Alex Tremoulis, célèbre designer industriel gréco-américain. Il pensait que sa conception d'une voiture à deux roues stabilisées par gyroscope représenterait l'apogée de l'aérodynamique automobile. En bref, Tremoulis s'attendait à ce que le Gyron soit une véritable percée qui influencerait toute la conception automobile future. Tremoulis a ravivé son intérêt pour le Gyron après avoir appris l'existence du concept car de 1959, qui avait été proclamé comme la voiture la plus avancée et la plus exotique au monde. Tremoulis sentait qu'il pouvait accomplir davantage. À peu près à la même époque, la direction de l'entreprise a nommé un nouvel employé, Sid Mead, pour travailler avec Tremoulis sur le Gyron, et ensemble, ils ont réussi à convaincre la direction de leur permettre de construire une version grandeur nature de la voiture. Le développement d'un système gyroscopique capable de maintenir la gyrocar a été jugé trop coûteux pour un véhicule de démonstration. Et une paire de roues sur des supports latéraux a été ajoutée à la conception afin de maintenir le Gyron en position verticale sur le stand d'exposition. Cependant, la roue avant était directionnelle et le moteur électrique installé permettait à la voiture de démonstration à carrosserie en fibre de verre d'atteindre une vitesse d'environ 8 km/h. Le Gyron a fait ses débuts en 1961 et est devenu l'un des derniers projets de Tremoulis chez Ford. Cependant, il a continué à développer l'idée du gyrocar à deux roues pendant longtemps, même après avoir quitté l'entreprise. Le concept de 1962 a été détruit à cause d'un incendie. Seule une petite maquette de Gyron a survécu jusqu'à nos jours, qui a été vendue aux enchères en 2012 pour $40 000. Louis Sweeney a obtenu un brevet américain pour un système de stabilisation automatique destiné aux véhicules instables en mars 1964. Avec ses partenaires, son frère Ernest Sweeney et son ami Harry Ferreira, Louis a conçu et construit en 1962 un petit gyromonorail dans son jardin pour tester le concept. Il a fonctionné avec succès pendant des années et a été présenté à la presse maintes fois. L'équipe a également développé une voiture à deux roues, basée sur la même technologie de stabilisation gyroscopique. Au milieu des années 1960, Thomas Summers a développé et breveté toute une famille de gyrocamions légers et compacts qu'il envisageait d'utiliser dans les rues étroites des villes, ainsi que sur les sentiers forestiers et de montagne. Dans son entreprise Summers Gyro, il a assemblé deux prototypes d'une capacité de charge de 360 kg et de 2,5 tonnes, mais personne n'y a vraiment prêté attention. Et nous arrivons maintenant au prototype fonctionnel grandeur nature du Gyro X qui réunit Alex Trimales, Thomas Summers et Louis Sweeney. C'est précisément grâce aux efforts de ces trois hommes qu'en 1967, une nouvelle tentative relativement réussie de construction d'un appareil à deux roues avec stabilisation gyroscopique a eu lieu dans les locaux de l'entreprise. L'idée était simple comme bonjour. La machine monoplace à deux roues était propulsée par un moteur de 1275 cm3 développant 80 chevaux et était stabilisée par un gyroscope placé devant le conducteur.
avec un régime de fonctionnement de 4 à 6 000 tours par minute. Grâce à une fréquence de rotation aussi élevée, le poids du volant d'inertie n'était que de 12 kg. Grâce à une aérodynamique exceptionnelle. La vitesse maximale de l'appareil était de 200 km/h et la consommation à une vitesse de croisière de 90 devait être d'un peu moins de 3 litres au 100 km. Je suis d'accord, aujourd'hui on peut atteindre cela avec une voiture hybride, au format 4 roues, mais c'était les années 60. À cette époque, aux États-Unis, une consommation de 25 à 30 litres au 100 km pour une voiture particulière était la norme. Il était assemblé à partir de métal d'ailes et, dans l'ensemble, montrait les caractéristiques tant prévues et possédait suffisamment de particularités de conception pour empêcher la chute. Une paire de petites roues en latérales relevées peut protéger contre la chute à grande vitesse, par exemple dans les virages, et la diminution de la vitesse de rotation du gyroscope entraînait automatiquement la sortie du train d'atterrissage composé de 2 petites roues de soutien de chaque côté de la roue arrière. Il est intéressant de noter que, pour compenser les forces longitudinales du gyroscope, les concepteurs ont rendu la machine suffisamment longue en plaçant le gyroscope en son centre géométrique. Ce n'était pas parfait, bien sûr, mais c'était une option conçue avec une vision à long terme. Cette voiture de sport, conçue pour le succès, devait devenir l'ancêtre d'une gamme entière de gyromobiles, allant des pick-up familiaux à 2 roues jusqu'à, qui sait, des monstres amphibies kaki avec une inscription menaçante sur la carrosserie. Malheureusement, le principal défaut est devenu le rotor, ou plus précisément, le problème de sa mise en rotation. Même dans les conditions les plus favorables, il fallait au conducteur au moins 3 minutes pour le faire tourner à la vitesse de fonctionnement. Son sort ultérieur reste inconnu. Mais apparemment, la machine n'a jamais dépassé le stade des prototypes de démonstration. Peut-être que l'essence était alors trop bon marché, ou bien les Américains n'ont tout simplement pas pu renoncer à leur amour pour les dreadnoughts de 6 mètres venus de Détroit. Ou peut-être que les spécialistes du marketing ont perdu la guerre publicitaire face à leurs concurrents. Voici un véhicule créé par l'entreprise en 1993. La vidéo montre comment il manœuvre sur le parking. L'arrière du Yastreba ressemblait un peu à une moto, mais le reste était sous une coque. Lors du développement, l'entreprise s'est inspirée des œuvres d'Alex Trimales. Puis, dans les années 90, le Yastreba était tombé dans l'oubli. Ou la gyromotocyclette. La perspective d'empêcher le renversement d'un véhicule à 2 roues y semble être une solution simple pour améliorer la sécurité de la moto. Cependant, dans le cas apparu en 2017, la Jira, la moto s'est révélée peu pratique et quelque peu ridicule. Comme la dernière vidéo de cet engin date d'il y a 5 ans, il semble que le projet ait été abandonné. Toutefois, les ingénieurs du groupe ont récemment proposé leur propre version de la Jira, la moto STO. Daniel Kim en est venu à la conclusion que la sélection naturelle a injustement écarté le transport gyroscopique et que les défauts des gyrocars ne l'empêcheront pas de tenter une nouvelle fois l'expérience. En conséquence, le facteur le plus important lors du développement du modèle était de maximiser l'utilisation des avantages du gyroscope. Tout d'abord, 2 roues alignées permettent de rendre le gyrocar aussi étroit que l'on veut, comme une moto. Parmi tous les prédécesseurs de Kim, seul Alex Trimales en a profité lors de la création. Kim est allé encore plus loin et a conçu une machine qui, à part le gyroscope, ne diffère en rien d'une moto. Elle est étroite, elle peut facilement traverser les embouteillages en circulant entre les fils. En même temps, elle surpasse largement la moto en stabilité et, par conséquent, peut prendre les virages à une vitesse beaucoup plus élevée, presque sans incliner la carrosserie. Kim a d'ailleurs porté une attention particulière sur la façon de prendre les virages. Pour éviter les erreurs de ses prédécesseurs, il a donné au gyroscope un degré de liberté supplémentaire en les plaçant sur un cadre suspendu mobile contrôlé par l'électronique de Maovikov, système international 1-2. Ils sont petits et ont une vitesse de rotation élevée. Bonjour à Tom Summers. Cependant, Leapmotor garde encore les chiffres exacts secrets. Il est propulsé par 2 moteurs Root d'une puissance totale de 40 kW. Les volants d'inertie accumulent soit l'énergie excédentaire qui est redistribuée dans le réseau de bord du véhicule. L'un d'eux est conçu exclusivement comme une voiture urbaine, ou plutôt même comme une moto.
Derrière le siège du conducteur, un espace supplémentaire assez étroit est prévu, où l'on peut déposer des bagages ou asseoir un camarade. Cependant, le croquis présenté par les développeurs suggère que le passager ne sera pas très à l'aise, bien que les motos soient présentées comme biplaces. Selon les calculs, une seule charge des batteries lithium devrait suffire pour environ 300 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour un usage urbain. La recharge prend de 4 à 6 heures. La vitesse maximale annoncée du concept car est de 190 km/h et l'accélération de 0 à 100 se fait en 6 secondes. La sécurité du conducteur et cet arc est garantie non seulement par l'impossibilité de retournement, mais aussi par des ceintures obligatoires et un système d'airbag. En ce qui concerne les gadgets électroniques, les créateurs annoncent la possibilité de démarrer avec un smartphone, ainsi que la présence d'autres commodités automobiles telles que le multimédia, le système de navigation et l'ordinateur de bord. En somme, on a envie de croire en ce projet. C'est sans doute le concept de moto urbaine le plus pratique en apparence parmi tous ceux qui sont apparus ces dernières années, et aussi le plus stable et le plus sûr. Les créateurs affirment qu'au début de la production en série, il ne coûtera pas plus de 16 000 $. Mais nous savons bien que les déclarations préliminaires diffèrent souvent de la réalité. Quoi qu'il en soit, plus de 7 ans se sont écoulés depuis ces déclarations. Et enfin, je ne peux tout simplement pas ignorer la chaîne dont l'auteur, littéralement au cours du mois dernier, a commencé à travailler sur le projet Geracar. L'idée est extrêmement intéressante, et personnellement, je la suis de près. Comme vous pouvez le voir, en retraçant plus d'un siècle d'histoire des tentatives de création de gyrocar, il s'avère qu'à ce jour, aucun d'entre eux ne s'est avéré rentable commercialement et n'a été produit en série. Les essais pour créer cette technologie continuent, l'avenir nous dira ce qu'il en adviendra. Cependant, il ne faut pas oublier que les moyens de transport stabilisés par gyroscope sont aujourd'hui très largement répandus. C'est le même Segway, ou d'innombrables monoroues. Tous utilisent une technologie qui a été testée et perfectionnée par des personnalités telles que Kilovski, Brennan, Tremales, Summers et bien d'autres. De plus, il est impossible d'imaginer la construction navale moderne ou l'aviation sans gyroscope. Même dans le smartphone que vous tenez dans vos mains ou qui se trouve quelque part à proximité, un gyroscope est installé. Sur ce, mes amis, quelques mots sur les gyrocars touchant à leur fin. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, soutenez-moi s'il vous plaît. Comme toujours, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Crossmoto avec vous.